Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, on va tenter de régler un des plus gros problèmes de la cosmologie en mettant l'univers entier en rotation. On prendra ensuite des nouvelles d'Atmos et du programme spatial chinois, avant de finir avec les Français de Maya. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Saviez-vous que chaque clic, chaque recherche en ligne laisse une trace ? Nos données personnelles sont constamment collectées, vendues et exploitées. Impossible d'échapper à ces pubs ciblées qui semblent lire dans nos pensées, même en refusant tous les cookies. Mais il y a une solution, notre sponsor du jour, Incogni. Grâce à la RGPD en Europe, nous avons le droit de demander la suppression de nos données personnelles. Le hic, c'est que c'est un processus complexe et chronophage. Il faut identifier qui détient nos données et envoyer des centaines de mails pour faire valoir nos droits. C'est là qu'Incogni fait toute la différence. Cet outil automatise l'ensemble du processus. Il scanne le web pour trouver où vos données sont stockées et envoie automatiquement des demandes de suppression. Vous êtes ensuite alerté dès que vos données sont effacées. J'ai déjà utilisé Incogni à maintes reprises suite à nos collaborations avec eux, et pourtant à chaque fois je suis surpris de voir mon profil refaire surface sur des bases de données en quelques semaines, parfois en quelques jours. Ce serait à en désespérer si je faisais les demandes de suppression à la main. Heureusement, Incogni fonctionne toujours aussi bien, il a détecté mes données dans 91 registres et en quelques jours tout était réglé. Ce qui est génial avec Incogni, c'est sa capacité à rester à jour avec les nouvelles bases de données. C'est vraiment l'outil indispensable pour protéger votre vie privée. Si ça vous intéresse, profitez dès maintenant d'Incogni avec le code HUGOLISOIR qui vous offre 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Nous, on reprend les actualités de la semaine. Depuis quelques années, on vous a parlé régulièrement sur la chaîne de la tension de Hubble, une des plus grosses épines dans le pied de la cosmologie moderne. Elle apparaît quand on cherche à mesurer le taux d'expansion de l'univers que les physiciens ont nommé la constante de Hubble, en honneur à l'astronome américain Edwin Hubble qui s'est rendu compte de cette expansion. Un des moyens de la calculer est de s'intéresser à des chandelles standards, des événements dont la luminosité absolue est connue. C'est le cas des supernovas de type 1A. Ces explosions ont toujours le même pic de luminosité absolue. On peut donc s'en servir pour mesurer les distances. Si une de ces supernovas nous apparaît très brillante, c'est qu'elle est proche. Et si elle nous apparaît faiblarde, c'est qu'elle est loin. Une fois qu'on a cette information, on peut regarder la galaxie dans laquelle la supernova a eu lieu et déterminer son décalage vers le rouge. Cela va permettre de calculer la vitesse à laquelle elle s'éloigne de nous. Avec ces deux informations, distance et vitesse d'éloignement, on peut dériver la constante de Hubble. Il faut bien sûr reproduire l'exercice avec un grand nombre de supernovas et d'autres chandelles standards pour arriver à un résultat solide. Cette méthode est maintenant bien maîtrisée et donne toujours le même résultat. La constante de Hubble est égale à 73 km/s par mégaparsec. Ça veut tout simplement dire qu'une galaxie distante d'1 mégaparsec s'éloigne de nous à la vitesse de 73 km/s. La croisée des deux données qu'on évoquait plus tôt. Jusqu'ici, pas de surprise, tout va bien. Seulement, il y a une autre manière de calculer la constante de Hubble, en partant d'observations plus fondamentales sur l'univers. Il faut s'appuyer sur le modèle lambda CDM, le modèle standard de la cosmologie, et sur le fond diffus cosmologique, le fossile de la première lueur de l'univers. À partir de là, on peut aussi calculer la constante de Hubble, le résultat est de 67 km/s par mégaparsec. On est sur un chiffre proche de celui donné par la méthode des chandelles standards, mais pas identique. Pendant un moment, les astrophysiciens ont pensé que c'était un problème de précision, et que les deux méthodes finiraient par converger. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Plus on a de données pour faire les calculs précisément, plus on se rend compte qu'il n'est pas possible de les réconcilier. Depuis quelques années, on appelle donc ce problème la tension de Hubble. Et c'est une tension qui commence à peser lourd. Est-ce qu'on mesure mal les distances avec les chandelles standards, ou pire encore, le décalage vers le rouge ?
Est-ce que le modèle lambda CDM, le modèle sur lequel repose toute notre compréhension de l'univers, est fondamentalement erroné? Ou est-ce qu'il existe un phénomène physique qui pourrait expliquer ces différences de mesure? C'est cette dernière piste que nous propose d'explorer une étude passionnante publiée la semaine dernière. Elle fait un constat très simple. Il est possible que les deux mesures soient vraies simultanément. Cela fonctionne si on admet que l'univers tout entier est en rotation. Une rotation très lente, presque imperceptible, qui nous aurait échappé jusqu'ici. On parle d'une révolution tous les 500 milliards d'années. Vu que l'univers n'est vieux que de 13,8 milliards d'années, on est tout simplement encore loin d'avoir bouclé le premier tour. Mais si on admet cette hypothèse, alors il est normal d'observer une différence entre la constante de Hubble mesurée par la méthode des chandelles standards et la constante de Hubble extraite du modèle lambda CDM. Avec une rotation très lente, les chiffres correspondent même parfaitement. L'hypothèse est séduisante, mais elle fait un pari énorme. Ajouter une rotation à l'univers n'est pas anodin, et il n'y a pour le moment aucune observation qui soutient le fait qu'une telle rotation ait lieu. L'équipe qui a fait la proposition travaille déjà sur des tests pour éventuellement la détecter. On peut aussi rapprocher cette hypothèse de la cosmologie des trous noirs dont on vous parlait il y a quelques semaines. L'hypothèse tout aussi fascinante que l'univers observable dans son ensemble serait à l'intérieur d'un trou noir. Si les trous noirs sont en rotation et que l'univers aussi, c'est encore un lien qui les rapproche. Mais bon, avant de pouvoir accorder du crédit à ces idées, il va falloir qu'elles s'appuient sur des preuves solides. Pour le moment, résoudre la tension de Hubble n'est pas une preuve. Il va cependant bien falloir lui trouver une solution, que ce soit dans la rotation de l'univers ou ailleurs. Allez, cette semaine, on peut aussi vous donner des nouvelles d'Atmos, l'entreprise qui a envoyé une capsule en orbite avec notre petite plaque gravée en votre honneur, la communauté de la chaîne. On a maintenant un bilan un peu plus complet de la mission. La capsule Phoenix 1 s'est bien détachée du disperseur de satellites de la Falcon 9, après quoi elle a basculé sur son électronique interne et a commencé à transmettre des données. Atmos a pu récupérer de précieuses mesures sur son comportement et celui de quelques charges utiles intégrées. Après ça, le bouclier thermique a été gonflé et la capsule a fait sa rentrée. A priori, sa trajectoire l'a amené trop loin des côtes, donc une récupération n'est pas possible. A-t-elle survécu jusqu'au bout? Comment s'est comporté le bouclier thermique? On va attendre d'en savoir un peu plus. Ceci dit, cela n'empêche pas Atmos de mettre les bouchées doubles. Ils ont déjà commencé le travail sur Phoenix 2, la capsule suivante, qui doit voler en 2026. Elle apportera une capacité supplémentaire pour se désorbiter toute seule. Sur le vol de la semaine dernière, c'est l'étage supérieur de la Falcon 9 qui a fourni la poussée de désorbitation avant la séparation. Pour la prochaine mission, Phoenix 2 pourra rester en orbite aussi longtemps que nécessaire, puisqu'elle aura son propre système de propulsion pour fournir cette poussée. La dépendance aux fusées américaines est aussi passagère, puisqu'à partir de 2028, l'entreprise allemande veut lancer avec les Français de chez Latitude. Autre bonne nouvelle chez Atmos, une petite levée de fonds a également été effectuée juste avant le vol, 1 million d'euros. C'est comparativement peu pour une entreprise du spatial et c'est paradoxalement une bonne nouvelle. Atmos a levé un peu moins de 20 millions d'euros depuis sa création et est déjà en train de tester des capacités qui ont éludé le spatial européen pendant des décennies. C'est une preuve que le continent peut être très efficace quand il veut, sans que ça coûte très cher ou que ça prenne très longtemps. On a donc hâte de voir les progrès qui seront effectués sur Phoenix 2. D'autres entreprises travaillent sur des capacités similaires ou même beaucoup plus importantes en termes de masse. On pense par exemple à The Exploration Company qui nous prépare le test de sa capsule Mission Possible normalement dès cette année. On passe cette fois sur 300 kg de charges utiles qui ont tous trouvé preneur. Pas de boucliers gonflables et des moyens bien plus conséquents. La capacité de retour d'orbite européenne est en train de faire de solides pas en avant et ça fait plaisir à voir. Bon, il y a revenir en un seul morceau de l'orbite terrestre et revenir en un seul morceau de la Lune. Sur cet exercice, c'est la Chine qui brille, notamment grâce aux missions Chang'e 5 et 6, qui ont permis de ramener les premiers échantillons de notre satellite depuis la fin de la première course à la Lune. Seulement, vous le savez, Pékin voit beaucoup plus gros et souhaite réaliser le même exercice avec des humains à bord. Le pays maîtrise bien le vol habité, il nous l'a encore prouvé jeudi dernier avec la mission Chenzhou 20, et il doit maintenant joindre ces deux domaines d'expertise. Pendant la conférence de pré-lancement de Chenzhou 20, on a d'ailleurs eu le droit à de belles updates sur l'état d'avancement du programme lunaire habité chinois.
Tous les éléments, la fusée, le vaisseau, l'atterrisseur, la combinaison et le rover sont à un état de développement ou de test avancé, et aucun retard majeur ne semble à prévoir. La Chine maintient donc son ambition d'amener des humains sur la Lune avant 2030. On apprend au passage le nom de la combinaison chinoise Wangyu et du rover Tianzhuo. Des noms qui vont probablement devenir beaucoup plus familiers au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fin de la décennie. Dans le détail, la Long March 10, la fusée lunaire, vient de passer des tests de son système électrique. Mengju, le vaisseau de voyage jusqu'à l'orbite lunaire, a fait des tests de lâcher atmosphérique. L'atterrisseur Lanyu a eu le droit à des tests thermiques. Dans un futur proche, on va avoir le droit à des essais du système d'évasion du vaisseau, des static fire pour la Long March 10 et des essais d'intégration pour l'atterrisseur. Franchement, on a un peu de mal à voir comment Washington pourrait rivaliser, surtout avec un budget de la NASA qui vient de se faire découper au hachoir. Le programme Artemis doit mettre les bouchées doubles. Les Américains ont choisi une architecture bien plus complexe et ambitieuse que celle de la Chine. Ça paiera en termes de capacité, les équipages américains seront capables de faire bien plus à la surface que les rivaux chinois. Mais cela se paye en termes de développement et donc de calendrier. Toujours en Chine, la CNSA a également annoncé ces derniers jours les 10 charges utiles internationales qui ont été acceptées à bord de Chang'e 8. Le programme Chang'e permet l'exploration robotique de la Lune avant l'arrivée des humains. La 8e mission doit avoir lieu entre 2028 et 2029. Elle doit se poser au niveau du pôle Sud, notamment pour mener des tests d'utilisation des ressources locales. C'est un peu la dernière étape avant le vol habité. En plus des expériences de l'agence spatiale chinoise, l'atterrisseur embarquera donc un robot hongkongais, un rover pakistanais, 2 micro-rovers turcs, une antenne de radioastronomie sud-africaine, un réflecteur laser italien, un analyseur de particules russe, un analyseur de neutrons thaïlandais, des caméras visibles et infrarouges du Bahreïn et un moniteur de potentiel iranien. Une belle liste qui montre que Pékin sait manier l'aspect soft power de son outil spatial. À l'heure où Washington aurait plutôt tendance à tourner le dos à ses alliés, c'est une stratégie qui pourrait payer. Pour rappel, il y a en quelque sorte 2 coalitions internationales qui se dessinent dans cette nouvelle course à la Lune. D'un côté, les accords Artemis, signés par les États-Unis et leurs alliés, et de l'autre, le projet ILRS chinois, qui a été rejoint par un nombre croissant de pays. Au-delà des expériences des uns et des autres, il y a bien sûr des enjeux de puissance. Pouvoir garantir à un allié de pouvoir envoyer un de ses représentants sur la Lune devrait valoir son pesant d'or diplomatique dans les années qui viennent. Mais bon, on n'en est pas encore là. La prochaine étape va nous venir d'un acteur tiers avec les Japonais d'iSpace. Leur atterrisseur doit tenter son alunissage le 7 mai. À bord, il y a un petit rover conçu au Luxembourg qui pourrait donc devenir le premier rover lunaire européen. On va suivre ça de près. On va finir en France du côté de chez Maya Space. L'entreprise développe un lanceur partiellement réutilisable au méthane qui doit réaliser son premier vol l'année prochaine depuis l'ancien pas de tir Soyouz en Guyane. Maya est un lanceur assez puissant par rapport aux autres nouveaux entrants européens et pourra bénéficier de la récupération. C'est un lanceur à 2 étages, mais qui devrait bénéficier sur de nombreuses missions du petit coup de pouce d'un kickstage qui prend le nom de Colibri. Un kickstage est un étage propulsif un peu à mi-chemin entre un 3e étage et un remorqueur spatial. C'est lui qui assure la livraison au dernier kilomètre, si vous me permettez la comparaison. Colibri devrait apporter une plus grande souplesse à Maya pour mener des missions plus énergivores. Son développement est donc crucial. La semaine dernière, on a appris que l'entreprise française a passé un contrat avec l'Institut de l'aviation de Varsovie pour le développement des moteurs de Colibri. Ceux-ci fonctionneront en grappe avec des ergols non polluants, pas d'hydrazine donc. C'est en tout cas une belle façon d'européaniser le projet en faisant rentrer des pays qui n'ont pas encore de grosse industrie spatiale, mais qui comptent politiquement. Le New Space se développe toutefois très rapidement en Pologne et on compte déjà des entreprises comme Orbital Matter, qui fait de la construction orbitale, ou Cosmoc, qui travaille sur des concepts de dépôt de carburant en orbite. Ça va nous faire du boulot de suivre tout ce beau monde. Et voilà qui boucle notre épisode d'actualité pour cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement annuel Incogni grâce au code HugoLisoire, en passant par le lien qui est en description. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, n'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.